Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle revue mensuelle des actualités de l'Amérique latine. Alors c'est pas parce que c'est le mois de juillet et que certains d'entre vous sont en vacances à se prélasser sur les plages de France et d'ailleurs que les actualités n'ont pas été chaudes en Amérique latine. Il s'est encore passé beaucoup de news, des événements d'ailleurs parfois très importants. Et nous allons évidemment décortiquer tout ça, analyser sur plusieurs pays comme Cuba, comme le Brésil, avec le sommet des BRICS qui a eu lieu au Brésil au début du mois de juillet, la Colombie, le Venezuela, le Salvador aussi, etc. etc. Vous allez voir, l'actualité est très riche. On va passer une revue de tous ces événements. Alors, j'en profite, puisque la dernière fois, que j'ai fait une vidéo, j'annonçais la conférence anniversaire du site lesdeuxrives.info. Ça s'est très bien passé, c'était super. Il y a eu beaucoup de monde à Bordeaux, donc encore merci aussi à l'équipe de FAL33, à Gloria et ses acolytes pour nous avoir accueillis et aidés dans cette tâche. La vidéo, nous avons filmé, la vidéo sera prête un petit peu plus tard, voilà, le temps de la monter et vous pourrez avoir les résultats de cette conférence, l'Amérique latine entre Israël et la Palestine. Alors, on commence tout de suite par Cuba. Ça fait longtemps que vous m'avez demandé dans les commentaires de parler de Cuba. J'ai eu deux demandes, Cuba et Haïti. On fera Haïti le mois prochain. Mais Cuba, c'était important. Et pourquoi? Parce que durant ce mois de juillet, il y a eu la 10e réunion plénière du comité central de Cuba. Et je vais vous lire d'entrée de jeu pour que vous voyez un peu la période, non, une déclaration de Roberto Morales, qui était un membre du bureau politique et secrétaire de l'organisation au comité central. Roberto Morales nous dit « Cuba traverse l'une des périodes les plus complexes de son histoire. Les pénuries, les contraintes et les tentatives de découragement frappent aux portes et touchent les consciences. » Mais il réaffirme aussi que le socialisme cubain est la voie à suivre et l'unité notre force. Donc, là, je répète quand même la phrase, Cuba traverse l'une des périodes les plus complexes de son histoire. L'histoire de Cuba, elle est longue. Hein, depuis les premières, je dirais presque les premiers combats pour l'indépendance, jusqu'à la révolution cubaine, les dictatures, et la période spéciale. Donc, les paroles, évidemment, sont bien choisies. Alors, qu'est-ce qui se passe à Cuba? Cuba, on s'en rappelle, durant la période du Covid, avait décidé d'opérer un changement monétaire. Cuba avait deux monnaies, hein, le peso cubain et puis un peso convertible qui était aligné sur le dollar et qui créait on va dire, certains problèmes monétaires et en tout cas aussi de grandes inégalités, puisque ceux qui avaient accès aux coupes, évidemment, il y avait des disparités, par exemple, entre un médecin et quelqu'un qui pouvait travailler dans le tourisme, qui recevait des pourboires, etc., etc. Donc Cuba a mis fin à cela en sachant que de toute façon, ça allait provoquer de l'inflation. Et le problème aussi qu'il y a eu, c'est qu'ils ont fait ça en 2021, en janvier 2021, et que Cuba n'avait pas encore réouvert les frontières pour profiter de la manne des devises que lui apporte son industrie touristique. Ce qui a créé une situation très complexe, qui évidemment, parce que ça c'est la première des crises économiques, c'est le blocus. Donc cette situation complexe interfère dans le blocus des États-Unis depuis 60 ans contre l'île. Ça, c'est évidemment, il faut le rappeler à chaque fois, parce qu'il n'y aurait pas le blocus des États-Unis, non, blocus, alors qu'il n'est pas seulement un état de siège des États-Unis, c'est empêcher tous les autres pays du globe de commercer avec Cuba. Voilà. Donc, cette situation a rajouté de la complexité. L'industrie touristique de Cuba, non seulement a été inopérante pendant 2 ans, c'est une des principales sources de revenus, mais en plus de ça, pendant ce temps-là,
il y a d'autres pays de la région qui, eux, ont boosté leur industrie touristique. Et les mouvements dans l'industrie touristique ont bougé. C'est-à-dire que Cuba était une grande destination touristique dans les Caraïbes. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle s'est fait doubler notamment par la République dominicaine. La République dominicaine, c'est le deuxième pays en termes de réception de touristes, derrière le Mexique, et devant la Colombie et le Brésil. La Colombie aussi a beaucoup boosté son industrie touristique. Il y a des bateaux de croisière qui arrivent à Carthagène, bon, sans parler de l'industrie. Donc, dans les Caraïbes, Cuba, on va dire aussi, s'est fait doubler là-dessus. Et puis, deuxième point, très important, Cuba connaît aussi une crise énergétique. Et si, comme on le sait, le socialisme, c'est les soviets et l'électricité, eh ben, les soviets, ça c'est bon, mais l'électricité à Cuba est devenue un problème. Alors un problème qui remonte, hein, c'est pas nouveau, mais il se trouve que au début des années 2000, Cuba avait profité de la coopération vénézuélienne pour établir des grands groupes électrogènes qui pouvaient subvenir aux besoins de certaines zones en électricité. Et la coopération étant réduite, elle n'est pas finie bien entendu, mais elle est réduite pour des raisons internes au Venezuela qui ont eux-mêmes à voir avec le blocus, non la production a été réduite au Venezuela de pétrole, on le sait, hein, alors même si elle est repartie à la hausse, mais il n'empêche qu'avant le blocus au Venezuela, le Venezuela produisait entre 2 millions et 2,5 millions de barils par jour. Aujourd'hui, c'est autour de 700 000, 800 000 barils par jour. Donc évidemment, ça affecte en collatéral les besoins énergétiques de l'île cubaine. Voilà. Et donc ça pose aussi des problèmes parce que quand il n'y a pas suffisamment d'électricité, ça pose des problèmes dans toute l'industrie, hein. Ça pose des problèmes dans le tourisme quand il y a des coupures d'électricité. Il n'y a pas assez, évidemment, donc on l'a dit, d'essence, ce qui pose des problèmes de transport, évidemment, ça joue sur le tourisme aussi, etc., etc. Donc Cuba, effectivement, traverse une crise qui a été évidemment renforcée par Donald Trump, hein, qui, une nouvelle fois, a mis Cuba sur la liste des pays parrains du terrorisme, ce qui est une vaste bêtise, mais qui évidemment renforce ou éloigne certains investisseurs. Alors, plusieurs jours après la réunion plénière du comité central, le président Diaz-Canel, à l'Assemblée nationale, lors d'une réunion de la Commission pour la jeunesse, l'enfance et l'égalité du droit des femmes, a remis une couche, je dirais, a poursuivi dans la même veine, en déclarant, alors là je lis encore, donc c'est Diaz-Canel, président, hein, de Cuba, la révolution n'a pas à avoir honte des problèmes, car elle a démontré de manière irréfutable qu'elle avait une véritable vocation humaniste pour affronter et résoudre les problèmes. Mais nous les résolvons bien lorsque nous les affrontons. Et pour les affronter et les résoudre et les traiter, il faut les reconnaître. Lorsque nous reconnaissons honnêtement ce qui nous arrive et que nous voulons résoudre les problèmes avec un sens de la justice sociale, nous trouvons des solutions. Tout ne se résout pas d'un seul coup, car nous sommes au milieu d'une situation complexe, mais nous progressons chaque jour dans la résolution de ces problèmes. Voilà. Alors, je voulais juste vous citer à la fois le président de Cuba et le membre du bureau politique du comité central du Parti communiste, parce que on reconnaît qu'il y a des problèmes. On ne fait pas l'autruche, ça change de certains pays, hein, vous mettrez dans les commentaires les pays que vous semblez viser, mais toujours est-il que, évidemment, Cuba traverse une mauvaise période et essaie de la résoudre de manière politique et essaie de la résoudre de manière en participative, en incluant les larges secteurs de la population. Il y a eu aussi une crise politique et sociale, on va dire, avec l'augmentation des tarifs de l'Internet qui a suscité des mouvements de protestation, des critiques à l'intérieur et évidemment à l'extérieur de l'île. Alors à l'extérieur de l'île, évidemment, avec des fins déstabilisatrices. À l'intérieur, c'est un problème. Le gouvernement le traite avec la population. Et c'est la même chose pour
essayer de sortir de la situation complexe dans laquelle Cuba se trouve. Alors, vous vous rappelez aussi que Cuba est rentré dans les BRICS l'année dernière, lors du sommet de Kazan, et par cette rentrée dans les BRICS, il y a un renforcement, alors, de la collaboration de la Russie avec Cuba, mais surtout de la Chine. La Chine a renforcé sa collaboration avec Cuba. Rien qu'en 2025, la Chine a financé 55 parcs solaires. Alors, chacun étant conçu pour produire environ 21 MW et alimenter un plan plus vaste de 92 installations qui totaliseront 2000 MW d'ici 2028. Donc la Chine travaille avec Cuba à résoudre le problème de l'électricité sur l'île, qui évidemment résoudra les autres problèmes économiques. Oui, ces parcs solaires ont pour ambition de couvrir plus d'un tiers du déficit énergétique de Cuba et notamment dans certaines provinces de l'éliminer d'ici à la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est évidemment très important, c'est-à-dire que là on n'est plus dans un simple échange, je dirais bilatéral comme il a toujours existé entre Cuba et la Chine, mais dans une coopération structurelle d'infrastructures visant à faire sortir Cuba de la crise qu'il traverse actuellement et visant sur le futur. C'est-à-dire qu'une fois ces problèmes résolus, eh ben, Cuba pourra d'autres options pour améliorer l'économie et la vie des gens sur place. Voilà. Alors cette coopération a été aussi rendue possible par l'inclusion de Cuba dans les BRICS, ce qui me fait une très bonne transition pour parler. Alors je ne vais pas m'y étendre parce qu'il y a eu beaucoup de matériel qui a été produit sur le sommet des BRICS qui s'est tenu au Brésil. Je l'inclus parce que évidemment il s'est tenu dans un pays latino-américain et qu'on aborde ainsi le chapitre du Brésil qui, vous allez voir, est aussi sympathique. Mais il faut quand même rappeler donc, que ce sommet a été le lieu pour continuer en tout cas de parler de l'approfondissement de l'architecture financière des BRICS. Il y a eu une position commune pour être à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle et des déclarations géopolitiques, notamment concernant Gaza et l'Ukraine. Alors, il y a toujours des voix un peu stridentes, on va dire. Lula qui avait empêché le Venezuela de rentrer dans les BRICS l'an dernier, on s'en rappelle, qui avait essayé de faire rentrer un pays membre de l'OTAN, donc la Colombie, dans les BRICS, là avait invité le président chilien, donc le président chilien Gabriel Boric, qui a profité de la parole qu'on lui donnait pour critiquer la Russie. Donc, ça, c'est évidemment au-delà du positionnement du Chili, que peu importe d'ailleurs que ce soit de droite, de gauche, comment c'est revendiqué. Le Chili, c'est le meilleur associé stratégique de l'armée des États-Unis sur le continent, comme le mentionnait l'ancienne générale en chef du Southcom, l'armée impériale des États-Unis, pour l'Amérique latine. Donc voilà, Lula a ouvert la porte au président chilien. Et c'est très latino-américain, c'est-à-dire que dans cet effort des États-Unis qui se voit dépassé par le monde multipolaire naissant et qui du coup essaie de reconcentrer son emprise sur l'Occident collectif, c'est-à-dire l'Union européenne, on l'a vu avec les accords signés par von der Leyen récemment, mais aussi Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Corée du Sud, Japon, et puis en Amérique latine, ça dépend, on va dire, des présidents. C'est un pays qui n'a pas du tout fini son processus de décolonisation, et donc lorsque vous avez certains présidents complètement convaincus qu'ils sont eux-mêmes et leur pays membres du camp occidental, on a ce genre de réaction comme Boric. Alors il n'est pas le seul, toute l'extrême droite latino-américaine est sur les mêmes positions. Et puis, lorsque c'est des gouvernements nationaux populaires, souverainistes,
révolutionnaire, eh ben, c'est plus axé sur le développement du monde multipolaire, le Brésil ayant pour l'instant un pied dans les deux, pour ne pas dire les fesses entre deux chaises. Voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, donc en continuant là-dessus, Lula, dans son discours de clôture, a proposé d'intégrer les pays du G20 au BRICS. Donc, on ne sait pas vraiment comment ça se matérialiserait, mais on voit bien que là, il y a peut-être pas forcément une vision politique commune au sein des BRICS. Alors, avec le risque que ça ne soit qu'un un, un ensemble de pays avec des intérêts économiques convergents et que finalement ça ne pèse pas grand-chose. On verra encore, hein, c'est le début de la naissance irréductible hein, du monde multipolaire, c'est déjà fait en réalité. Voilà, il y a un rebattage des cartes au niveau diplomatique. En revanche, évidemment, les BRICS sont sentis comme une menace par les États-Unis et Donald Trump a menacé tous les pays membres des BRICS qui font du commerce avec les BRICS, qui s'approchent des BRICS, qui sont sympathisants des BRICS, de droits de douane. On se demande d'ailleurs si Donald Trump n'est pas le meilleur ambassadeur des BRICS à montrer que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable, que les États-Unis cherchent à soumettre plutôt qu'à commercer, et finalement ça provoquerait l'effet inverse, c'est-à-dire le départ de certains associés vers des marchés plus sûrs. Alors, puisqu'on est au Brésil et qu'on parle de Donald Trump, on va y rester, puisque Trump a donc déclaré des droits de douane de 50% sur certains produits en raison du procès contre Bolsonaro et des restrictions contre le réseau social X. Alors, Donald Trump pensait peut-être que le Brésil, c'est l'Union européenne ou la France de Macron, c'est-à-dire qu'immédiatement, ça allait mettre, et que Bolsonaro, la justice, allait arrêter son procès contre Bolsonaro, qui est poursuivi donc pour tentative de coup d'État, et allait éviter que X se soumette à certaines règles souveraines émises par l'Assemblée brésilienne. Alors évidemment non, hein, le Brésil est un pays digne, est un pays souverain. La réponse de Lula a été immédiatement très ferme. Hein. Le Brésil est un pays souverain avec des institutions indépendantes qui ne sera jamais mis sous tutelle par personne. Alors on rappelle que les ennuis de M. Bolsonaro viennent de la tentative du coup d'État parce qu'il n'avait pas accepté sa défaite contre Lula et que le pouvoir exécutif n'est en rien dans la poursuite judiciaire. C'est un juge, donc membre de la Cour suprême, Alexander de Moraes, qui par ailleurs a été pendant un an ministre de la Justice sous le gouvernement Temer, qui avait lui-même renversé le gouvernement de Dilma Rousseff, duquel Lula était Premier ministre. Donc, c'est pas vraiment un juge louliste, si on veut. C'est pas un juge du Parti des travailleurs du Brésil. Mais bon, ça pour Donald Trump, évidemment, c'est trop compliqué. Et donc, il a effectivement mis en pratique. Alors, en pratique, en réalité, il a sorti la plupart des produits commerciaux qui sont les principaux produits d'échange entre le Brésil et les États-Unis, il les a sortis de ces droits de douane, de 50%. Évidemment, ils sont exemptés. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, la balance commerciale entre les deux pays, elle est plus ou moins la même. Le Brésil importe 43 milliards de dollars de produits des États-Unis et en exporte 41 milliards. Dans ces échanges commerciaux, le produit qui est exporté, le principal produit exporté vers les États-Unis, c'est du pétrole. Et quel est le principal produit qui est importé des États-Unis vers le Brésil? De l'essence. Donc en fait, le Brésil doit avoir sa capacité de raffinerie limitée et donc travaille avec des raffineries états-uniennes. Mais il pourrait très bien raffiner ailleurs. Si Trump n'avait pas enlevé, parce que ça évidemment il l'a enlevé des 50%, mais si Trump ne l'avait pas enlevé, le Brésil serait allé raffiner ailleurs. Il n'y a pas à chercher très loin, il y a un pays voisin
qui aurait peut-être besoin aussi d'investissement dans son système de raffinerie, qui est le Venezuela, hein, pas à chercher très très loin, il peut le faire avec d'autres pays des BRICS aussi, et donc voilà, donc c'est ce qui explique aussi pourquoi ça a été sorti de l'accord. Alors en revanche, enfin le Brésil, avec son premier partenaire commercial qui n'est pas les États-Unis, qui est la Chine, le Brésil exporte beaucoup plus qu'il n'importe. Il exporte 105 milliards de dollars et il importe 57 milliards de dollars. Toujours est-il que... alors on verra d'ailleurs, parce que au moment où je fais cet entretien, il y a la possibilité encore de négocier. Donc on verra réellement dans les prochains jours ce qu'il en sera de cet échange, de ces menaces. Hein. La menace de Donald Trump n'a pas, finalement, n'a pas été suivie par des faits au Brésil. Si Lula a donné un discours et Lula a dit qu'il fallait absolument accélérer les échanges financiers dans des monnaies autres que le dollar. Donc en fait, c'est pour ça aussi que je disais que Donald Trump devrait peut-être être nommé meilleur ambassadeur des BRICS, parce que ces menaces ne fonctionnent que dans les pays laquais et valets, comme les pays de l'Union européenne, ou les pays qui se veulent occidentaux, non, mais dans les pays dignes et souverains, ça ne marche pas, et au contraire, ça risque de renforcer les BRICS au niveau économique et politique. Voilà. Alors pour les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, un pays souverain doit pouvoir légiférer comme bon lui semble pour réguler ses réseaux. Et d'ailleurs c'est assez rigolo, puisque le 18 juin 2020, Donald Trump avait essayé d'interdire le réseau social chinois WeChat. Donc on voit bien la double morale, l'hypocrisie qui est une marque de fabrique de cet Occident en perte de vitesse. Donc ce que Trump voulait faire aux États-Unis, il l'empêche de le faire au Brésil. Alors je rappelle quand même qu'au Brésil, c'est pas du tout interdire un réseau social, c'est seulement réguler son contenu. Voilà. On passe du Brésil à un pays voisin. Alors c'est facile, puisque tout le monde est voisin du Brésil en Amérique du Sud. On passe à la Colombie. Colombie, je crois que on va commencer par la nouvelle, qui est la principale nouvelle, qui est la condamnation de l'ancien président Uribe pour subordination de témoins dans une affaire dans une affaire judiciaire. Donc il a été condamné. Alors, en première instance, il y aura peut-être un appel, il va certainement trouver un moyen de ne pas faire de la prison. Encore une fois, Trump essaie de menacer, et l'administration états-unienne, avec un communiqué de Marco Rubio, de menacer la Colombie. Là, c'est de l'ingérence totale, ouverte. On parle de l'ingérence russe, de ces cas. Jamais la Russie a fait ça sur un pays occidental. Jamais Poutine a dit si jamais l'Angleterre ne libère pas Julian Assange, on va faire une pression économique, etc. Là, les États-Unis réagissent vraiment comme l'empire qu'ils prétendent encore être. Et alors par contre, c'est au terme de, je crois, c'est 13 ans de procès. C'est un tremblement de terre, parce que peut-être qu'une fois en prison, il y aurait aussi d'autres procès. C'est-à-dire que l'invincibilité de cette personne, donc Alvaro Uribe, donc je rappelle, mouillé dans le trafic de drogue, dans la parapolitique, c'est-à-dire l'utilisation de groupes paramilitaires dans la politique colombienne. Ça, Alvaro Uribe, c'est vraiment alors c'est évidemment le héros de la droite néolibérale coloniale en Amérique latine, mais c'est un criminel. Il y a énormément de matériel là-dessus. Je vous renvoie d'ailleurs, il me semble qu'ils sont traduits au français à la très bonne série Matarife. Donc c'est en français, c'est sur YouTube, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, on reste en Colombie. Il y a eu des audios aussi qui ont révélé une tentative de coup d'État contre le président Petro. Alors, Petro le dit depuis des mois, mais il est moqué par les médias, évidemment, sauf que là, il y a eu des
des audios qui ont confirmé des échanges, et notamment qui mouillent son ancien ministre des Affaires étrangères et aussi sa vice-présidente. Donc, non seulement, évidemment, on va dire les néolibéraux et coloniaux qui ne rêvent que de dégager Petro, mais aussi certains membres de son gouvernement. Alors, dans le cas de la vice-présidente, elle a mollement démenti. Alors ça, c'est une déception, cette personne. Donc, c'est une personne qui a été financée durant très longtemps, et même en tant que vice-président par Georges Soros et ses ONG, et qui, évidemment, est très loin de la volonté de transformation radicale de la Colombie mise en place par Gustavo Petro. Elle a un poste de ministère où elle n'a rien fait, absolument. Le bilan est désastreux, et quand on l'a accusée d'avoir ce bilan désastreux, elle a mis la faute sur l'esclavage et le racisme. Comprenne qui pourra. Voilà. Alors, en Colombie, je ne peux pas ne pas mentionner aussi, ça s'est passé donc au mois de juillet, le sommet sur Gaza qui a été convoqué par le gouvernement Petro. C'est là Petro était à la pointe de la critique du génocide à Gaza depuis le début. Il a une position très claire, très radicale sur le sujet. Vous verrez aussi pourquoi les Colombiens connaissent bien, on va dire, les agissements d'Israël, parce qu'Israël a agi en Colombie, a armé, formé les paramilitaires. Indirectement, Israël est responsable de massacres aussi en Colombie. Vous verrez ça sur la vidéo de la conférence l'Amérique latine entre Israël et la Palestine qu'on mettra plus tard. C'est très, très important. Et donc, ont participé une trentaine de pays. Je vais les nommer parce que finalement, ça fait un groupe de pays qui a une position, on va dire, radicale et transparente sur ce qui se passe à Gaza. Donc, étaient présents l'Algérie, le Bangladesh, la Bolivie, le Botswana, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, évidemment, Cuba, Djibouti, l'Égypte, la Slovénie, l'Espagne, le Honduras, l'Indonésie, l'Irak, l'Irlande, le Liban, la Libye, la Malaisie, le Mexique, la Namibie, le Nicaragua, la Norvège, Oman, le Pakistan, le Qatar, Saint-Vincent et les Grenadines, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela. Voilà. Donc on voit quand même que pour l'Amérique latine, il y a quand même plusieurs pays, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, évidemment les pays révolutionnaires. Alors la France brille évidemment par son absence, encore qu'il faut noter la présence à ce congrès de l'eurodéputée française Rima Hassan. Voilà. Juste donc, parce que de ce sommet est sortie une déclaration contraignante, à la différence de cette espèce d'écran de fumée monté par une partie des pays occidentaux ces derniers jours, qui finalement n'aboutit à rien ou seulement à critiquer timidement Israël. Alors, dans la déclaration finale est nommé donc empêcher la fourniture ou le transfert d'armes, de munitions, de carburant, d'équipements militaires et de blé à un double gaz à Israël, empêcher le transit, l'accostage et l'entretien des navires dans tout port relevant de notre juridiction territoriale, et entamer un examen urgent de tous les contrats publics afin d'empêcher les institutions publiques et les fonds publics de soutenir l'occupation illégale par Israël du territoire palestinien, respecter nos obligations de garantir la responsabilité pour les crimes les plus graves au regard du droit international par le biais d'enquêtes et de poursuites solides, soutenir les mandats de compétences universelles afin de garantir la justice pour toutes les victimes et la prévention de crimes futurs dans le territoire palestinien occupé. Ça rigole pas, et c'est quand même 30 pays qui ont signé ça, donc c'est le groupe de La Haye, comme il se nomme. Et donc, ça crée un poids non négligeable dans le concert des nations qui a une position claire et tranchée sur le génocide en cours à Gaza. De la Colombie, on passe au Pérou. Alors, le Pérou vient de passer partenaire niveau 2 de l'OTAN. Alors, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette particularité. En Amérique latine, il y a l'Argentine, la Colombie et donc désormais le Pérou. Ce n'est pas étonnant, le Pérou est sous occupation militaire états-unienne. Le Pérou avait jusqu'ici encore beaucoup de contrats dans l'armement avec les Russes. C'est parce que c'était
un résidu, on va dire, des 7 ans du gouvernement révolutionnaire des forces armées qui avait notamment dans l'armée et dans les forces aériennes développé de grands partenariats avec la Russie qui ont tenu jusqu'ici. Le gouvernement de l'État failli de Dina Boluarte a récemment euh, arrêté ou en tout cas diversifié les achats, notamment dans la force aérienne avec, euh, avec l'entreprise suédoise-brésilienne Saab, non, pour acheter des avions, 35 avions, et pour les fusils et du matériel, on va dire, de l'armée, des hélicoptères ont été achetés aux États-Unis et des fusils et des lance-missiles ont été achetés à Israël. Voilà, les relations avec Israël du Pérou sont évidemment au beau fixe. Et alors, je ne peux pas ne pas mentionner, surtout que une histoire totalement rocambolesque qui a touché le Pérou, d'un militant de la France insoumise qui a été refoulé, interdit d'entrée pour trouble à l'ordre national du Pérou. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, on va appeler le militant en question, il s'appelle Clément Evans, hein, militant insoumis de Paris, qui va nous raconter un peu cette affaire totalement rocambolesque. Merci beaucoup pour l'appel, l'invitation. Effectivement, je suis arrivé à Paris il y a maintenant quelques jours. Très difficile évidemment, difficile à digérer, beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de fatigue, mais voilà, tout va bien en tout cas pour moi et pour ma famille qui est restée au Pérou. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai pris un vol Air Canada avec plusieurs escales pour arriver au Pérou le 28 au matin, justement pour les Fiestas Patrias, puisque c'était 2 jours de festivités auxquelles j'avais vraiment envie de participer avec ma belle famille, puisque mon épouse est péruvienne. Et donc, j'avais prévu de passer 3 belles semaines de vacances au Pérou et profiter de ces vacances pour aller rencontrer des amis et des camarades de la gauche péruvienne. Bon, il se trouve que arrivé après l'atterrissage, tout simplement me dirigeant vers les sortes de caisses de migraciones, eh bien, l'agent voit un message d'alerte apparaître sur son écran, alerte rouge clignotante sur mon visage, et me confie que bon, bah, il y a un contrôle aléatoire, il faut que je sois entendu par un agent plus loin dans une salle. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit souci, puisque les contrôles aléatoires, bon, ne sont pas forcément précédés d'un message d'alerte rouge clignotant. Du moins, ça n'apparaît pas. Et donc, ben, je m'y suis rendu tout simplement cet entretien avec un agent de Migraciones. Ah, ah, et qu'est-ce qu'il t'a demandé? Ça a été très long. Ça a été très long, c'était un entretien qui a duré entre 30 et 45 minutes. J'ai un peu du mal encore à me souvenir du temps passé. Mais 30 minutes, 45 minutes de questions sur toute ma vie, sur tous mes liens avec mon épouse, mon métier, ce que je fais en France, quelles sont les raisons de mon voyage, quelles sont les étapes exactes de mon voyage, si je peux montrer tous mes billets d'avion, de bus ou tout ce que j'ai pu réserver, des hôtels, les numéros de ma compagne pour l'appeler, pour être sûr qu'elle est là, pour venir me chercher à l'aéroport. Il m'a même demandé est-ce qu'elle peut se prendre en photo avec son passeport devant la porte de l'aéroport. Enfin, plein de choses, des questions ubuesques, totalement démesurées. Je me dis, mais enfin, pourquoi il me pose autant de questions? S'orienter jusqu'à où est-ce que vous vous êtes rencontrés, sur quel site internet, quel est le métier de votre épouse, quel est voilà votre métier. Expliquez-moi clairement ce que c'est qu'être collaborateur parlementaire, qu'est-ce que vous faites de vos journées. Enfin, c'était des questions ultra précises pendant 45 minutes où il m'a demandé le maximum de preuves jusqu'à mon livret de famille, puisqu'on est marié en France mais pas forcément reconnu au Pérou. Bon, ça encore, je me suis dit, je vais lui montrer. Donc, je lui ai montré comme ça plein de tout ce qu'il fallait pour tout simplement entrer sur le territoire. Et puis ça s'est arrêté là et j'ai attendu après pendant 1 heure le verdict.
Ouais, et alors le verdict, c'était retour à la case départ, Et non? retour à l'envoyeur. Effectivement, une dame fort agréable me confie tout simplement que je ne peux être admis au Pérou pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre interne et d'ordre public, et donc que je suis considéré par l'État péruvien comme une personne à risque. Voilà, tout simplement. Alors au début, j'étais totalement abasourdi. Je me dis, bah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision? Et elle me confie, alors visiblement, selon nos informations, vous auriez des antécédents judiciaires en 2010 et en 2019 en France. Alors là, je tombe des nues. Évidemment, mon casier judiciaire est vierge. Je l'ai même téléchargé pour leur montrer. Je n'ai pas d'antécédents judiciaires. Donc je leur dis, écoutez, c'est pas normal, il y a un problème là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils disent, bah, attendez, on revient. Bon, bah, on revient. On me laisse encore poireauter pendant 15 minutes. J'attends. Et là, on revient, un deuxième agent, donc ils sont deux là, à me poser d'autres questions. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites au Pérou? Est-ce que vous êtes sûr de faire que ça? Je dis, bah écoutez, non, j'ai prévu d'aller rencontrer des amis, surtout que j'avais dit au précédent agent que j'avais prévu de rencontrer des amis, des gens que je connais, de la gauche péruvienne, puisque j'entretiens des relations privilégiées avec ces personnes-là. Il me dit, qui c'est qui? Eh bah, Veronica Mendoza, Margot Palacios, et voilà. Je dis tout simplement des noms tout à fait ordinaires, en tout cas des personnes tout à fait respectables. Et donc cette deuxième personne, donc, ensuite vient me demander, mais et du coup vous avez des rendez-vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Et je leur dis non mais attendez, dans le cadre privé, je rencontre un peu qui je veux. Et surtout, moi je suis désolé, je suis totalement contre les motifs que vous donnez d'antécédents judiciaires. Et là la dame a dit oui, bon c'est pas forcément des antécédents judiciaires, mais vous auriez des antécédents, des plaintes. J'ai dit, mais de quoi cette histoire? Je serais au courant si j'avais des plaintes à mon encontre. En tout cas, un procureur m'aurait appelé en 2010 ou en 2019, j'imagine. En tout cas, bon, j'ai jamais été inquiété. Donc c'est pour ça que moi vraiment là j'étais totalement abasourdi. J'ai appelé le consulat qui a été formidable, qui m'a accompagné. Le consulat a essayé de changer les choses, essayer de voir ce qui pouvait se passer et rien à faire. Leur décision est souveraine. J'étais en contact aussi avec un ami avocat péruvien qui m'a bien expliqué que leur décision administrative ne peut pas être interjetée en appel sur le moment. C'est une décision souveraine. Donc je ne devais qu'obéir, retourner en France et ensuite, si je le souhaite, faire appel et donc entamer un parcours judiciaire ou administratif contre cette décision. Oui, enfin, c'est quand même assez délirant parce que les personnes que tu as mentionnées, c'est pas des terroristes ou des délinquants. L'une d'elles a été 2 fois candidate à l'élection présidentielle, l'autre est actuellement députée à l'Assemblée nationale. Alors tu nous disais que tu avais prévu de rencontrer le président Castillo dans sa cellule, mais ça non plus, c'est pas un délit. Et puis en plus, t'es pas le premier étranger à venir faire des rencontres politiques ou à essayer de voir Castillo dans sa prison. On pense évidemment à l'ancien candidat à la présidence du Chili, Marco Enriquez. On pense à cet eurodéputé espagnol qui est venu il y a récemment. Alors on pense aussi à Juan Grabois qui est la gauche du péronisme en Argentine et qui avait monté une, euh, une mission de vigilance des droits de l'homme pendant les grandes révoltes contre le coup d'État en décembre 2022, janvier 2023. Et alors, il se trouve que Juan Grabois n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà fait ça en Colombie. Il avait fait ça en Bolivie pendant le coup d'État, il s'était fait expulser de Bolivie. Il avait fait ça en Équateur, ce genre de même mission. Et au Pérou, il était rentré sans aucun problème. Donc j'ai l'impression quand même, Clément, qu'il y a une sorte d'acharnement contre toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as des pistes, des indices? Non, alors écoute, pour le moment, après plusieurs jours de recul, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qui a bien pu motiver l'État péruvien pour me considérer comme une personne à risque. Effectivement, j'avais prévu de rencontrer Veronica Mendoza, le parti Nuevo Perú. J'étais en contact évidemment avec Margot Palacios, qui est une indépendante au sein du Congrès péruvien, mais qui est une opposante à Dina Boluarte. Donc j'avais prévu de la rencontrer. J'ai été également en contact avec Roberto Sanchez de Juntos por el Perú. J'étais également en contact avec
avec des équipes pour rencontrer Pedro Castillo et Betsy Chavez qui faisaient une grève de la faim. En tout cas, c'était terminé le jour de mon expulsion, mais en tout cas, voilà, il y avait des atteintes aux droits humains, aux droits de la défense, et comme une des techniques de lawfare pour contraindre ces personnes à rester en prison. Et du coup, tout simplement, en tant que militant des droits de l'homme, et donc j'étais missionné par la France Insoumise avec Sofia Chikirou, pour accepter cette rencontre qui m'avait été proposée par des camarades péruviens. Alors, euh, quand même, je crois que c'est important aussi de rappeler que tu es l'assistante parlementaire donc de la députée de LFI, Gabrielle Catala, qui était une des passagères de la flottille de la liberté du Handala et qui avait été arrêtée illégalement par les forces de défense israéliennes la veille de ton arrivée au Pérou. Penses-tu qu'il pourrait y avoir un lien de cause à effet, en sachant que le Pérou entretient d'excellentes relations avec Israël et que 15 jours avant ton arrivée et puis ton expulsion, le pays avait acheté des systèmes de lance-missiles à une entreprise israélienne. Y aurait-il, tu penses, un indice qui expliquerait ton expulsion et que nous n'avons et qui expliquerait aussi ce que nous n'avons pas réussi à comprendre jusqu'à maintenant? Comme tu dis, c'est inexplicable. Alors effectivement, il y a ce volet-là de mon engagement politique, puisque je suis un défenseur actuellement de la lutte contre le génocide en Palestine, contre la colonisation de la Cisjordanie, les massacres qui ont lieu à Gaza et la famine orchestrée par l'État d'Israël. Donc je le condamne publiquement en tant que militant politique de la France Insoumise, mais également en tant que collaborateur parlementaire de la députée Gabrielle Catala, qui était sur la flottille de la liberté, le Handala, et donc qui a été arraisonné le 26, le samedi 26 juillet, soit un jour avant, en tout cas dans la nuit qui précédait mon départ pour le Pérou. Donc elle a été arrêtée illégalement en eau internationale par l'armée israélienne. Et elle a été détenue une quarantaine d'heures, donc autant dire presque 2 jours. Donc forcément, en même temps que moi j'arrivais au Pérou, Gabriel Catala était détenu dans une prison israélienne en vue d'être expulsé en France. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Peut-être, c'est ça toutes les questions qui se posent, c'est comment l'État péruvien a-t-il pu me considérer comme une personne à risque au regard de mon voyage touristique et de mes fréquentations tout à fait raisonnables et je dirais même passionnante que je peux avoir au Pérou, si on met de côté tout ce volet militant pro-palestinien. Je pense qu'il y a un mélange d'un peu tout et que l'État péruvien s'est un petit peu emmêlé les pieds dans un peu tout et n'importe quoi. Oui, alors comme je le disais, le Pérou est très proche d'Israël. L'année dernière, ils ont acheté 10 000 fusils Arad 7. Juste avant ton arrivée, Clément, donc c'était des systèmes de lance-missiles d'une autre entreprise israélienne. D'ailleurs, il y a un truc intéressant dans ces achats, alors qui sont suivis par le bureau du procureur parce qu'ils se sont déroulés sans appel d'offres, mais directement entre secteurs militaires. Donc, ce qui montre qu'il y a un lien très fort entre les secteurs militaires israéliens et leurs homologues péruviens. Et il y a, je dirais, une forme de soutien, puisque lorsque l'on achète des armes, on est au-delà de l'embargo, on vient financer finalement le génocide à Gaza. Donc effectivement, le Pérou finance les entreprises israéliennes d'armement, donc elle soutient le génocide et elle, je dirais même, elle est même partie prenante. Et donc ça, c'est le gouvernement qui le décide, c'est la présidente de la République, puisque c'est des questions de sécurité nationale. Est-ce qu'il y a un lien entre le risque que je peux provoquer envers la sécurité nationale et eux, leur lien avec Israël? Peut-être, c'est des questions qu'il faudra élucider très prochainement. Merci Clément, j'espère que cette situation va s'éclaircir et que tu pourras faire évoluer ta situation. J'en rêve, puisqu'effectivement, la crainte que je peux avoir, c'est d'être une persona non grata jusqu'en 2026, sauf si les élections seraient en ma défaveur, mais je dirais en la défaveur du peuple péruvien. Je ne sais pas quand je peux revenir. Et c'est ça tout le problème, puisque j'ai toute ma belle famille au Pérou. Ça fait déjà 3 ans que je n'y suis pas allé, que je ne les ai pas vus. Et hors de question de continuer à être une persona non grata sans rien faire. Donc effectivement, je pense poursuivre, en tout cas, je ne sais pas qui encore, je ne sais pas comment et avec qui, mais il y aura très certainement des suites judiciaires. Très bien, on continuera à suivre cette histoire et voilà un exemple de plus de la nature
du régime péruvien. À bientôt Clément, à Paris ou à Lima. À Lima, j'espère. Alors, on passe du Pérou aux pays voisins, juste pour mentionner, parce que dans la dernière revue mensuelle que nous avions fait, même si on sentait qu'en Bolivie, Evo Morales ne pourrait pas se présenter, on sentait qu'il allait être empêché par le régime bolivien, et ben maintenant c'est fait, donc Evo est interdit de se présenter. Alors, les premiers sondages, mais c'est pas seulement un sondage, hein, c'est plusieurs, et donc ça se stabilise même dans le temps, montrent qu'il y aurait 34% de bulletins nuls, c'est-à-dire le noyau dur de Evo va voter nul, mais ça ne sera pas suffisant pour faire annuler l'élection, il en faudrait 50%, et on se dirige vers un deuxième tour entre deux néolibéraux alignés sur Washington, et ça serait une petite révolution, ou une contre-révolution, puisque ça fait maintenant 20 ans que la Bolivie est dirigée par une option nationale populaire, par une option aussi plurinationale populaire, je dirais, une option qui a vaincu l'apartheid, qui a exclué les Indiens du champ politique, social, culturel, et qui a donc nationalisé les principales ressources pour les mettre au service du peuple, et qui a maintenu, même si depuis quelques années le pays est en crise politique et économique, qui a maintenu, en tout cas au niveau géopolitique, cette vision d'un pays souverain. Et donc la Bolivie aujourd'hui fait partie des BRICS. Je rappelle que 50% des réserves de lithium au monde sont en Bolivie, donc c'est un pays qui est évidemment dans la loupe des États-Unis et qui pourrait retourner sur l'escarcelle de Washington. Alors il reste, c'est pas de bêtises, il reste à peu près 15 jours, ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo, mais en tout cas on se rapproche des élections présidentielles qui auront lieu le 17 août, présidentielles et législatives, qui auront lieu le 17 août. Ça risque d'être très compliqué parce qu'il y a, en excluant plus d'un tiers du corps électoral, il ne faut pas s'attendre à ce que, le président ait une légitimité, le nouveau président ait une légitimité, il ne faut pas s'attendre à ce que ces personnes qui représentent une majorité, en réalité, puisque les deux candidats au premier tour feraient aux alentours de 20%, donc c'est-à-dire moins que le noyau dur qui va voter nul. Donc je pense qu'on s'approche, il y aura des troubles, etc. Et bonne nouvelle, quand il y a des troubles, on adore ça, et on sera en Bolivie, on vous tiendra informé depuis La Paz, depuis El Alto, et alors pas depuis toute la Bolivie, c'est un grand pays, mais en tout cas depuis le centre politique de ce pays, puisque comme vous le savez, ce n'est pas la capitale c'est Sucre. Voilà. Alors tiens, une fois n'est pas coutume, on prend l'avion, puisque on va désormais maintenant dans un pays qui est un petit peu éloigné, on va au Salvador. Alors ça aussi c'est un pays dans lequel à un moment donné il va falloir que nous soyons présents, parce que c'est un pays qui mérite qu'on s'y attarde, même si c'est tout petit évidemment. Mais en tout cas, Bukele a fait approuver par le Parlement, qu'il domine allègrement, puisque Bukele a une popularité, il a été réélu avec 80% des votes, 56% d'abstention, mais 80% des votes tout de même, et il a fait approuver par donc l'Assemblée qu'il domine la réélection continue, c'est-à-dire la fin des limites de mandat. Et donc, la Constitution a été réformée par le Parlement pour lui permettre de se représenter autant de fois qu'il le veut, et c'est très bien. C'est-à-dire pour donner au peuple salvadorien la possibilité de choisir sans entrave pour le dirigeant qu'ils jugent le mieux apte à défendre leurs intérêts. Voilà. Alors, moi je disais ça déjà, vous allez me voir venir, mais je disais ça déjà il y a plus de 15 ans pour Hugo Chavez. Je le disais aussi en 2015 quand Correa a fait exactement la même chose que fait M. Bukele aujourd'hui. Je suis d'accord avec M. Bukele, mais je suis d'accord aussi avec Rafael Correa et Hugo Chavez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, vous n'avez pas vu dans vos journaux une révolte médiatique
en traitant le dirigeant de dictateur, de je sais pas, etc. Lorsque c'était le cas de M. Chavez ou de M. Correa en Équateur, c'était le cas. Je me rappelle d'une une infamante de Courrier International où on voyait Chavez dessiner avec une Kalachnikov dans la main la démocratie est finie au Venezuela, tout simplement parce qu'il voulait appliquer ce qui se passait en France à l'époque, c'est-à-dire pas de limite de mandat. Voilà. Et d'ailleurs, encore une fois, on voit bien l'immense hypocrisie, le deux poids deux mesures de cet Occident dégénéré, puisque personne, mais aucun média ne reproche à M. Netanyahou de diriger Israël depuis 19 ans. Personne ne reprochait à Merkel d'avoir dirigé l'Allemagne, d'avoir été élu. M. Netanyahou était élu aussi, pendant 14 ans. Personne n'a reproché à Felipe González et François Mitterrand d'avoir dirigé leurs pays respectifs, la France et l'Espagne, durant 14 ans, etc., etc., etc. C'est au peuple de trancher lorsqu'il ne veut plus d'un dirigeant. Et ce n'est pas une loi qui doit empêcher le renouvellement, la continuité des mandats. Voilà. Ceci étant dit, bonne chance à M. Bukele, qui vient quand même d'être élu pour se présenter pour un prochain mandat. Il est jeune. Et puis peut-être d'ailleurs que le peuple salvadorien décidera de ne pas le reconduire, parce que, et s'il est vrai que M. Bukele a éliminé l'insécurité au Salvador, il doit désormais attaquer le volet social, économique et social, et là je peux vous dire que c'est une autre paire de manches, parce que le Salvador est un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, et où la population est la plus miséreuse. Donc peut-être qu'à un moment donné, la population ne sera plus d'accord avec M. Bukele et décidera de passer à autre chose. Voilà. Ceci étant fait, on va au Venezuela. Bon, on va se garder le Venezuela pour la fin. On va aller en Argentine très rapidement. Milei poursuit son entreprise donc, de casse de tous les services publics et nationaux argentins. Et donc, désormais, il s'agit de Aguas y Saneamientos Argentinos, donc l'eau, les services de l'eau qui fournissent Buenos Aires et sa grande banlieue, une grande partie de la population argentine, et donc qui va être privatisée. Voilà, alors je vois des chiffres, j'ai vu un chiffre, par exemple, colporté par des partisans de la casse intégrale de l'État et de l'implication du modèle libertarien de M. Milei. Alors on voit ce que ça donne quand même, le modèle libertarien de M. Milei. Pour voir ce que ça donne, il faut regarder le Pérou. Ça a été fait il y a 30 ans, c'est un désastre. Bon, voilà. Et donc je vois quand même des personnes qui soutiennent que l'UNICEF a dit que 1,7 million d'enfants avaient été sortis de la pauvreté par le gouvernement Milei. Oui, mais quand on lit un rapport, il faut le lire jusqu'au bout. Parce que le même rapport dit qu'il y a 10 millions d'enfants en Argentine qui ne mangent pas à leur faim. Donc voilà, je pense que même s'il est tôt de juger sur la transformation d'un modèle comme celui-là, puisque là, on passe vraiment d'un modèle d'État-providence, même en crise, mais d'État-providence à un modèle d'absence de l'État, de casse totale de l'État. Alors, c'est jamais cassé pour personne. Je veux dire, certains investisseurs, généralement étrangers, viennent acheter l'Argentine à la découpe. Donc, venez pas dire... Il faut bien avoir un truc en tête, c'est que le patriotisme est antagonique au néolibéralisme. C'est pas possible. On ne peut pas se revendiquer patriote et vendre le pays à la découpe parce que l'idéologie économique le prédestine ainsi. Voilà. Et d'ailleurs, pour surfer sur ce que je viens de dire, je vais vous citer des déclarations de l'ambassadeur des États-Unis, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Argentine, donc Peter Lamelas, devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain. Donc il précise la mission pour laquelle Donald Trump l'envoie en Argentine, empêcher les régions autonomes argentines de commercer avec la Chine, soutenir Milei pour les prochaines élections et s'assurer que l'ancienne présidente Cristina Kirchner, entre guillemets, reçoive la peine de prison qu'elle mérite. Donc, voilà, réfléchissez bien à ça si vous êtes partisan du libéralisme, du néolibéralisme, ou alors sortez ça aux gens que vous les connaissez.
en tout cas, le patriotisme ne fonctionne pas, est aux antipodes du modèle économique néolibéral libertarien. Voilà, c'est pas possible. Et là, on voit que l'Argentine redevient une espèce de finalement de colonie avec la nomination d'un proconsul qui va s'occuper des affaires internes et des intérêts nationaux des États-Unis dans ce territoire qui est devenu l'Argentine. Voilà. Alors, on s'en va et on va à un pays pour le coup digne et souverain qui est le Venezuela. Il y a eu des élections municipales au Venezuela. Alors, comme on pouvait s'y attendre, c'est un succès du PSUV, du parti du PSUV et de ses alliés, donc du chavisme. Alors pourquoi? Par contre, encore une fois, alors une grosse part, j'avais déjà mentionné ça pour les élections régionales, hein, mais on se rappelle, donc il y a eu 6,5 millions de votants. J'ai pas le chiffre en tête, mais on doit être autour de 40 et quelques pourcents de participation. J'ai expliqué le pourquoi de ce chiffre la dernière fois. Je résume très rapidement, vous irez regarder dans la vidéo où on traite des élections régionales. Mais bon, il y a une grosse partie de la population, on le sait, qui a migré, donc qui ne peut pas voter. L'opposition est divisée. Une partie appelle au boycott, c'est la partie de la frange radicale de Maria Corina Machado, la frange radicale et putschiste appelle au boycott, et une autre partie de l'opposition appelée à participer. D'ailleurs, il y a un parti politique qui est intéressant d'ailleurs au Venezuela, qui s'appelle Fuerza Vecinal, la force du voisinage, et qui pense que la reconstruction politique de l'opposition passe par une bonne gestion au niveau local. Donc qui a misé sur de la gestion au niveau et la participation aux élections, notamment pour des mairies et des régions. Et d'ailleurs, ils ont gagné plusieurs mairies. Donc, le PSUV a gagné 282 mairies sur 365. Voilà, et puis les 70 qui restent ont été gagnés par l'opposition, qui devra montrer qu'on peut faire une bonne gestion. Le gouvernement central de Nicolás Maduro, du président Nicolás Maduro, a d'ores et déjà déclaré qu'il soutiendrait la gestion des maires de l'opposition et des chavistes pour une bonne gestion. Et évidemment, les maires ne sont pas élus pour fomenter des coups d'État ou des conspirations. Voilà. Et je crois que là, au Venezuela, on est, enfin, en tout cas, dans la disparité politique d'aujourd'hui, je crois que le peuple, et y compris les politiques qui jouent le jeu de la démocratie, d'opposition et du chavisme, évidemment, veulent, on va dire, pacifier. Personne ne veut revenir aux années 2015-2019. Alors, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Vous me voyez, là, donc je passe, mais vous avez vu depuis le début, depuis janvier, à chaque fois qu'on parle du Venezuela, il y a une espèce de mouvement d'essuie-glace des États-Unis entre le camp pragmatique, qui est, on va dire, coordonné par Richard Grenell. Richard Grenell, c'est l'envoyé spécial de Trump pour le Venezuela. Et puis le camp des fanatiques, qui est, on va dire, mené par Marco Rubio, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, et donc qui est d'origine cubaine et qui, lui, représente le camp des fanatiques. Alors, des fois, le camp des fanatiques gagne, des fois, le camp des pragmatiques remporte. Il se trouve que là, dans une affaire qui a d'abord été à mettre dans le camp des fanatiques, il y a eu un revirement. Donald Trump a autorisé Chevron à opérer au Venezuela. Alors ça avait été une victoire, évidemment, de tout le camp des fanatiques, de Maria Corina Machado, de l'opposition radicale et putschiste, alliée avec Marco Rubio, qui voulait assécher, créer plus de misère et de problèmes économiques au Venezuela. Et puis, les pragmatiques, ils cherchent à avoir une autonomie stratégique pour les États-Unis. Donc, Chevron, finalement, fait du business. Et puis, ce business favorise les intérêts nationaux des États-Unis. Donc, pourquoi se priver? Pourquoi se tirer une balle dans le pied? Non. Et puis, voilà, on va dire que là, c'est le côté commercial qui a, on va dire, mué Donald Trump. Donc, c'est une défaite des fanatiques. Alors, pour leur laisser un os à ronger tout de même, Rubio a déclaré que le 28
juillet passé, donc là, à un an de la réélection de Nicolás Maduro, a déclaré que Nicolás Maduro était le chef d'un cartel, etc. Si tu veux, n'empêche que Chevron réopère au Venezuela, ou plutôt il n'y a pas eu d'interruption des opérations pétrolières de Chevron au Venezuela. Voilà. Par ailleurs, le Nigeria a dénoncé des pressions des États-Unis. Le Nigeria, vous avez bien entendu, le Nigeria en Afrique, a dénoncé les pressions des États-Unis pour que le Nigeria reçoive des migrants vénézuéliens. Donc Trump continue à des expulsions, mais comme il y a ce camp fanatique qui ne veut pas reconnaître les autorités vénézuéliennes, il ne peut pas les expulser au Venezuela. Donc il cherche à les expulser dans des pays dits poubelles, non comme le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica. Comme ça, les États-Unis envoient des migrants, peu importe la nationalité, dans tous ces pays-là. Le Nigeria dénonçait les pressions et ne se prête pas à ce jeu-là. Alors justement, dans l'affaire des 251 Vénézuéliens séquestrés dans ce territoire états-unien du Salvador, il y a eu un dénouement. Je rappelle l'affaire. Dans les grandes lignes, nous l'avons expliqué la dernière fois. 251 migrants avaient été envoyés dans les prisons de haute sécurité du Salvador sous prétexte qu'ils seraient membres d'un gang vénézuélien appelé le Tren de Aragua. Or, il se trouve que ces migrants n'ont pas été condamnés ni aux États-Unis ni au Salvador. Non, il y avait d'ailleurs des gens, on a vu que la plupart n'avaient même pas d'antécédents pénaux. Donc c'était un montage médiatique pour envoyer des migrants dans les centres de haute sécurité au Salvador. Et des prisons de haute sécurité au Salvador. Et le Bukele avait dit, nous échangerons ces migrants, donc ont été raptés et séquestrés, normalement, au pire des cas, ils auraient dû être expulsés. Nous échangerons ces migrants contre des prisonniers politiques du régime vénézuélien. Et je vous avais déjà dit, dans une précédente vidéo, que les États-Unis ne parleraient pas aux chiens. Ils parleraient à son maître. Le Salvador n'est pas un pays, on le voit bien, c'est un territoire des États-Unis, où les États-Unis aujourd'hui envoient des migrants, demain ils enverront des déchets nucléaires, après-demain on verra, enfin, ce qu'ils veulent pas, ils ont un coin en Amérique centrale pour foutre ça, ça s'appelle le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica. Et le Venezuela avait dit, ok, nous réglerons cette affaire évidemment avec Washington, et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucun deal avec Bukele. Et il y a eu un échange. Alors là, c'est infâme parce que les 250 Vénézuéliens, ils étaient innocents. Je crois que quand ils sont arrivés au Venezuela, il y en avait 17 qui avaient des problèmes avec la justice au Venezuela. Et pour lequel, d'ailleurs, il n'y a pas suspension de peine. Enfin, s'ils ont des problèmes avec la justice, ils vont devoir faire face. Mais 17 sur 251, la plupart, c'était des personnes qui n'avaient aucun antécédent pénal. Donc, ces personnes-là ont été échangées contre 10 États-Uniens qui, eux, étaient accusés de mercenaires, de tentatives de coup d'État, des personnes qui étaient venues au Venezuela avec des vues militaires. Je rappelle que la tête de M. Maduro, de M. Diosdado est à 25 millions de dollars. Donc, c'est des gens qui venaient essayer de propager la mort dans le pays. Ils ont été échangés. Alors, il y a même, dans les 10, il y a même un assassin qui avait assassiné 2 personnes en Espagne et qui pourrait avoir la nationalité états-unienne, a été exfiltré, échangé avec les 251 Vénézuéliens. Et là, c'est rigolo, parce que le Venezuela a traité avec les États-Unis, et les États-Unis ont levé leur téléphone et ont dit à leurs chiens, libère les otages. Et Bukele n'a rien eu à dire, à voir, il a juste obéi. Voilà. Il peut être élu par des élections démocratiques, il peut se représenter si bon lui chante, de toute façon, ça n'a aucun intérêt puisque ça reste une colonie des États-Unis. Les affaires internes du Salvador sont décidées à Washington. Et dans cette affaire, d'ailleurs, c'est assez rigolo puisque Bukele avait blablaté qu'il y aurait 80 Vénézuéliens prisonniers politiques de libérés. Il n'y a eu personne. Les États-Unis en ont strictement rien à fiche des Vénézuéliens qui ont essayé de fomenter un coup d'État au Venezuela ces dernières années. Ils ont juste sorti leurs ressortissants.
Voilà, donc fin de cette affaire, dénouement dans cette affaire, et on va dire peut-être là un mois placé sous le signe du pragmatisme entre les États-Unis et le Venezuela. Et pour finir, le Venezuela a enfin, parce que c'est un projet qui a tardé 20 ans mais qui se concrétise, c'était Chavez qui l'avait commencé à le mettre sur les rails, mais le Venezuela ouvre la seule usine de Kalachnikov sur le continent latino-américain. Rostec, l'entreprise, a annoncé la fabrication de 70 millions de munitions par an pour les forces armées du Venezuela, ainsi que la fabrication des AK-103, qui est l'arme officielle de l'armée vénézuélienne. Voilà, comme je vous le dis, le Venezuela est un pays digne, souverain, et saura défendre sa souveraineté et sa dignité. À bon entendeur, salut, et je vous dis au mois prochain.